tout de suite à Gaël. Bonjour à tous. On peut directement passer à la suivante. Voilà, merci. Donc je ne vais pas m'empêcher de faire une promotion de mon entreprise. Voilà, donc je la fais sur cette slide-là. Après, je vous parlerai des mises en œuvre. Donc on existe depuis 25 ans. On est pluridisciplinaire. Il y a à peu près 8 à 10 compétences dans notre entreprise. Ça va des ingénieurs, des tailleurs de pierre appareilleurs comme moi, des architectes, des infographistes, historiens de l'art. J'en oublie forcément d'autres. Et on s'est spécialisé en 1994 dans le relevé photogrammétrique des monuments pour des travaux techniques. Donc avant, je travaillais sur les chantiers et il y avait besoin de relever. Et en passant par la photogrammétrie, on évitait de passer par l'échafaudage et le relevé manuel et on passait par ces relevés techniques-là. De là, on a évolué dès 1997 au premier relevé laser. Et on a évolué dans toutes les techniques de numérisation qu'on appelle métrologiques avec tous les systèmes qui existent, qui sont déclinés aussi sur l'inframillimétrique sur les œuvres d'art. Donc on a fait quelques milliers d'œuvres d'art dans différents musées dans le monde et quelques milliers de monuments en France et dans 18 pays. Progressivement, au début des années 2000, on a migré vers la médiation culturelle, de fait, puisqu'on a commencé à faire des modèles 3D de représentation d'architecture. Et donc là, on est passé sur des modèles 3D, essentiellement des films et des maquettes tridimensionnelles de reconstitution historique. Et en 2009, on a sorti la première application de réalité augmentée mobile qui découlait justement de tout ce travail-là. Voilà une première rapide présentation. Donc là, je vais vous montrer juste après les cas concrets, donc de l'utilité et de l'intérêt des numérisations du patrimoine. Alors là, c'est un cas un trait d'actualité qui fait sens à beaucoup de choses. Alors c'est pas parce que c'est Notre-Dame de Paris que forcément ça sert que à Notre-Dame de Paris. C'est un exemple qui parle à tout le monde, c'est pour ça que je le montre, mais ça peut très bien fonctionner aussi pour une très belle chapelle qui est dans le cimetière du Père-Lachaise. Hein. C'est pas, il faut, voilà. Donc là ici, je veux juste revenir rapidement ici. Là vous avez par exemple le seul relevé numérique complet de la charpente qui a brûlé, de tout ce qui a brûlé, qui a été fait en 2016. Et donc tout ce qui a disparu, en fait, vous l'avez là. Et on a un point, vous allez le voir, peut-être, je ne sais plus si on a mis la vidéo ou pas, mais vous allez voir après un voyage à l'intérieur, j'en dirai peut-être un peu plus. Alors pour capter ces données-là, je peux. Alors, on va utiliser différentes techniques. Donc, ce que vous voyez à gauche, donc c'est gauche. Vous avez un relevé qui permet d'avoir une centrale de géoréférencement. Pour chaque donnée qu'on va avoir, ils vont être dans le même système de coordonnées, on va pouvoir vérifier sa qualité. Parce que je peux très bien avoir un scanner qui est très très précis, mais son calage dans l'environnement peut être très imprécis. Donc c'est pour être sûr d'avoir des données très précises dans leur ensemble, puisque là on est sur des valeurs scientifiques. Donc là ici vous voyez justement des différents scanners qu'on a posés un peu partout dans la cathédrale pour la numériser. On continue aujourd'hui, je ne sais plus, voilà ici, donc vous avez toute la campagne aussi photogrammétrique qui a été avec donc à l'époque, donc relevé photogrammétrique. Ah, alors là. Donc là vous allez voir ici les résultats du relevé laser grammétrique dans la forêt. Donc là, on n'a pas fini de comptabiliser, mais en grosso modo, on a entre 3 et 5 milliards de points. Et on a à peu près 2 points par millimètre, à peu près, dans le relevé. Ce qui nous permet de reproduire très fidèlement. Vous voyez ici, on passe, il y a même les graffités qui sont visibles là, sur l'entrée qui était là. Et on avait, là on passe on a l'escalier qui montait dans la flèche. Là ici, on est dans la croisée du transept. Et là on continue, là on se balade, on est au-dessus du cœur et on va jusqu'au cœur ici. Donc ce qui est intéressant en ayant ça, c'est que on va pouvoir reproduire ce qui a disparu,
quand on parle de la charte de Venise et qu'on dit qu'on ne peut pas reproduire, difficilement reproduire la charpente, là vous avez la preuve que non, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Donc si on respecte la charte de Venise et le code du patrimoine, on a tout pour la faire à l'identique. C'est une hypothèse. Donc ces données-là nous permettent de restituer des éléments techniques qui servent déjà aujourd'hui et qui vont servir pour la reconstruction. Si on n'avait pas ces documents avant, si on n'avait pas fait cette numérisation avant, cette documentation, comme ça a été fait dans d'autres édifices, puisqu'on entend parler d'autres édifices, qu'on a repris ça et qu'on en a fait des charpentes dans différents matériaux, etc. Pourquoi on les a fait? Parce que même si on prend par exemple l'exemple de Reims, Reims, il n'y avait pas les moyens déjà, la charte de Venise date de bien après, mais il n'y avait pas tous les moyens pour le refaire fidèlement à l'identique pour X raisons. Là, cette documentation-là va pouvoir permettre de faire un constat avant-après et de se projeter sur le programme de reconstruction. Et on a une précision, je vous dis, millimétrique, donc ça permet d'avoir quand même une base très solide. Donc là, vous allez voir la première étape après sinistre, donc avant que soit posé le parapluie provisoire, puisque 2 jours après, il y avait les premières pluies qui tombaient. Là, on est le samedi. Le sinistre est arrivé le lundi soir, et là, on est le samedi. Le temps de mettre en place certaines choses, sécuriser un minimum de choses. Et donc là, c'est un relevé laser-grammétrique fait par drone, enfin, c'est classique, quoi. Et là, c'est juste une vue que vous voyez. Là, vous pouvez voir justement l'intérêt aussi. Donc, quand on regarde tout à l'heure, si on veut faire la comparaison avant-après, là, on est sur l'extrado des voûtes, comme on l'a très précisément avant, et là, on l'a après. On va pouvoir faire on va pouvoir vérifier les hypothèses. Si on n'a pas fait le relevé avant, pour dire c'était dans tel état, si on n'a pas l'état antérieur, on fait comment pour faire les hypothèses du degré de dégradation? On peut le constater sur différents degrés, mais pas sur tous. Donc le fait d'avoir une archive numérique avant, très précise, nous permet de faire des études scientifiques poussées. Alors pour ceux qui se posent la question, si tout se passe bien, à la fin de l'année, il n'y aura plus d'échafaudage. Si tout se passe bien. Et comme aujourd'hui, c'est l'édifice qui fixe le temps que ça va durer, et pas un décret, ça mettra un certain temps. Voilà, on peut arrêter. Ouais. Donc là, je vous avais montré avant, après, donc on utilise les mêmes techniques après. Vous avez vu au début un appareil, je vous disais, qui permet de géoréférencer. C'est parce qu'on l'a fait dès le départ qu'on peut aujourd'hui faire l'avant-après. Si j'avais fait juste un scan comme ça, sans prendre des précautions techniques et scientifiques pour me remettre dans mes systèmes de coordonnées, ça ne sert pas à grand-chose puisque je n'ai pas de corrélation entre les valeurs. Là, le fait de l'avoir fait de façon très technique, j'ai une corrélation entre les deux valeurs. Donc qui peut le plus, peut le moins. Et donc là, ici, je vous montre justement que là, c'est les modèles 3D que nous avons fait, qu'a fait Laurence Stéphanon, qui est infographiste chez nous et historienne, sur l'évolution de Notre-Dame de Paris. Si vous regardez ça, par exemple, ça, je ne suis pas obligé d'avoir les relevés laser-grammétriques qu'on a vu tout à l'heure pour le faire. Je peux prendre des vieux plans, je peux prendre des tas de choses, je ne suis pas obligé. Mais si on l'a, et qu'en plus on a une base qui est scientifique et sérieuse, quand on fait un trait, par exemple, je fais une image, si je fais un trait, je mets autant de temps à le faire juste que faux. C'est le même temps. Donc autant partir sur des données justes, puisque je vais mettre le même temps à faire quelque chose de juste que quelque chose de faux. Donc c'est de partir de quelque chose qui va être d'un relevé technique pour faire une modélisation. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même un plus. Donc là, je vous montre d'autres projets avec les mêmes techniques. Donc là, on est sur le pont du Gard, où là, on a relevé avec les mêmes techniques tout le pont. Et après, on a fait tous les dessins au pierre à pierre qui vont permettre tout le constat d'état et diagnostic pour les architectes et les archéologues. On a été jusqu'à relever les marques de tâcherons, donc les marques de tailleur de pierre que vous retrouvez depuis l'Antiquité jusqu'à récemment encore avec les tâcherons au début du XXe siècle. Autre projet où là vous voyez justement la base, là on est sur le mont Saint-Michel, où là on a fait le relevé de l'abbaye,
où là vous avez le nuage de points bruts, une orthoimage qui s'apparente à une radiographie. En fait, on a un nuage de points complet. Et ce nuage de points complet, on peut dire que c'est comme un IRM, sauf qu'on ne traverse pas la matière. Et on coupe des tranches. Pourquoi? Parce que quand on fait un diagnostic, on cherche des choses. Et qu'est-ce qu'on va chercher? Alors, on est un peu du métier, on a l'habitude de travailler avec les gens qui font les architectes et les conservateurs, on sait à peu près ce qu'on cherche, mais pour trouver, par exemple là on a des normes d'exclamation sur le granit, eh bien on va couper à différents degrés pour aller les voir et les mesurer et les quantifier. Ça permet de faire diamétrer et faire des campagnes de travaux et faire tout un diagnostic. Et cette même base ici a servi à faire des cours d'animation pour un film qui a été produit par Gédéon Programme sur le labyrinthe de l'Archange qui était diffusé, je crois, fin l'année dernière. Pour l'animation d'œuvres d'art, là on est, ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'inframillimétrique, où là ça sert, en vecteur de Samothrace, ça a servi à plusieurs choses, par exemple à suivre toute l'étude de dérestauration au 19e, qui était assez disgracieuse à certains endroits et mal pensée à d'autres. Et à titre de conservation ici sur le sarcophage des époux, où on a les relevés de la même précision, mais pas pour la même finalité. Là, vous allez voir une vidéo justement où avec la donnée brute, on va pouvoir faire déjà un élément de médiation, sans passer par l'interprétation directement. On est obligé. Merci Stéphane. Allez, hop. Donc, là ici, vous avez justement le résultat brut, hein, ici, que vous avez, et là on l'utilise directement en médiation. Alors il y a quelques nettoyages, quelques éléments qu'on enlève, notamment la voiture d'un collaborateur qui l'avait laissée juste à côté pour qu'on la voit bien pendant le film. Et donc là-dessus, on va pouvoir justement créer déjà une première visite virtuelle dans la base de données brute. Là ici, on est dans les nuages de points directement. Alors, il y a une petite séquence qui permettait, je ne sais pas si on va aller au bout, mais qui nous permet d'aller, de traverser le Châtelet, et puis d'aller dans la charpente, et on fait le tour, voilà, et on voit la totalité ici de l'édifice. Voilà. Merci. De cette même base de données-là, on a fabriqué des modèles 3D sur lesquels on a fait une visite sur tablette, donc de réalité augmentée, et une visite immersive aussi, sur casque VR. Là, on est sur de l'Oculus Go. Voilà, et donc on a fait une chronologie, l'évolution chronologique du site. Et là, par contre, là, à partir de la même base de données, puisque quand on fait de la réalité augmentée, pour que la magie opère, il faut que le modèle 3D soit parfaitement ajusté à la réalité. Je termine, Yves, je fais vite. Et là, c'est un autre exemple sur Saint-Jean-des-Vignes, la même technique. Et là, c'est des tablettes tactiles et de la visite VR, toujours avec la même technique. Atlantique d'Orange, où là on a une vision film 360. Et là les autres expériences VR qu'on fait sur du Serious Game, Escape Game ou Serious Game, sur lesquelles on fait des visites virtuelles et là des Escape Games qui partent justement du château. Là on a un château de Bourdeil qu'on a entièrement numérisé et sur lesquels on part pour raconter l'histoire du château. Et toujours pareil, pourquoi je vous montre ça? C'est pas juste pour montrer la VR ou le 360, c'est parce que tout ça, ça part de la base de données que je vous ai montré au début. Donc Notre-Dame, on le voit ici, justement, le projet que nous sommes qu'on avait déjà commencé, qu'on est en train de finaliser, justement, de visite virtuelle VR de Notre-Dame de Paris, que les récents événements nous ont précipité à finaliser plus vite que prévu. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir en fait comment finalement des relevés qui sont faits pour plutôt à des fins de diagnostic finalement d'un monument finissent par aussi nourrir tout un ensemble d'autres manières de faire de la médiation. Et c'est ce qu'on verra notamment aussi avec Iconem, où finalement le fait, tout un travail qui a été fait pour relever et tout un ensemble de tracés architecturaux a permis en fait de recréer carrément une exposition, notamment Cité millénaire. Voilà. Donc on va l'écouter tout de suite pour qu'il nous raconte un peu tout ça. Oui, alors bonjour à tous. Donc,
Bah, je vais vous parler un petit peu effectivement de l'aventure d'Iconem en fait. Donc moi je suis architecte de formation et pendant longtemps j'ai travaillé dans les pays du Proche-Orient, d'Asie centrale, donc Afghanistan, Syrie, Irak, Pakistan, etc. Et en fait, mon quotidien, c'était de travailler sur les ruines avec les archéologues pour relever les ruines, pour mieux les comprendre. Et à travers ce quotidien, en fait, ce qu'on voit malheureusement sur le terrain, c'est que d'une année sur l'autre, quand on revient sur un même site, bah, les sites disparaissent. Alors effectivement, enfin, chez nous aussi, on l'a vu avec Notre-Dame, mais là-bas, dis donc, c'est un phénomène commun qui touche l'ensemble du patrimoine. Donc je vais vous montrer un petit peu, à travers les exemples, en fait, comment conserver la mémoire des sites, en fait, c'est imposé face à l'impossibilité de les conserver physiquement, en fait, sur ces territoires. Donc là, on est en Afghanistan, c'est le tout premier site, donc avant qu'Iconem soit créé, en fait. C'est un site qui s'appelle Messainak, c'est au sud de Kaboul. Et c'est un site sur lequel on a retrouvé des centaines de sculptures, comme ça, de sculptures de Bouddha, d'une civilisation qu'on appelle gréco-bouddhique. En fait, c'est les premières représentations du Bouddha, inspirées de la statuaire grecque, en fait, qui avait été amenée par Alexandre le Grand. Voilà. On a retrouvé toutes ces sculptures et le problème, elles sont très fragiles, elles sont en terre et elles allaient complètement disparaître parce que le site est situé sur une mine de cuivre qui allait être exploitée par une compagnie chinoise en fait, donc qui allait détruire intégralement ces monuments et ces pièces. Et donc c'est là qu'on a proposé en fait une approche justement un peu nouvelle. Donc c'était en 2009-2010 à l'État afghan en fait. On leur a proposé de faire effectivement un relevé photogrammétrique avec des algorithmes qui venaient de sortir à l'époque, qui venaient de sortir des laboratoires de l'INRIA en fait. Et on a travaillé donc avec des chercheurs. Alors, je pense qu'on va cliquer là pour. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, je ne sais pas où il faut cliquer. Et donc, oui, à l'époque, en fait, les premiers drones étaient sortis. Alors, à l'époque, on les bricolait nous-mêmes. Donc en fait, on avait construit un drone. C'était le premier drone civil en fait utilisé en Afghanistan. Et donc on a en quelques heures en fait, on a fait des milliers, voire des dizaines de milliers d'images qu'on a pu donc traiter grâce à ces algorithmes qui sortaient des laboratoires de l'INRIA. On a utilisé aussi des drones, comme vous voyez là, c'est des drones à voilure tournante et aussi des appareils photo un peu particuliers avec des gros objectifs. Donc, tous ces systèmes d'acquisition en fait sont programmés automatiquement pour faire voilà, des centaines de milliers d'images, sont coordonnés entre eux, tous ces modes d'acquisition. Et derrière, effectivement, après, on obtient, donc là, voilà, on obtient une représentation 3D photoréaliste du modèle qui est en fait le résultat de la composition de dizaines de milliers d'images. Alors, ce qui était intéressant pour les archéologues à l'époque, et ça c'est la première fois qu'un outil technologique a pu apporter ça, c'est que en fait, dans le même espace, on a pu représenter à la fois disons des espaces gigantesques à l'échelle de la montagne, de plusieurs kilomètres carrés, des espaces à l'échelle de l'architecture. Là, vous voyez un monastère bouddhique, toujours de ce site, jusqu'aux petits détails en fait du décor en fait. Et on pouvait intégrer en fait tous ces éléments dans le même modèle. Et donc ça a été intéressant parce que du coup effectivement les archéologues, l'archéologie c'est un travail qui se fait à différentes échelles. Disons une observation à l'échelle du paysage peut avoir autant d'impact dans sa lecture que le détail d'une pièce de monnaie. Et donc on avait un outil du coup qui était particulièrement adapté à ce travail. Alors, je vais refaire un exercice compliqué. Et donc, on obtient effectivement, comme toi pour Notre-Dame, effectivement, on obtient des milliards et des milliards de points et on peut aller zoomer et voir effectivement le détail de ces milliards de points. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est devenu très vite en fait la base de travail en commun, en fait, à la fois des archéologues, des conservateurs, des différents métiers du patrimoine, en fait, qui étudiaient ce site, y compris des historiens. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, aujourd'hui, ce site, il est plus visitable. C'est beaucoup trop dangereux d'y aller. Il est en cours de destruction. Et donc aujourd'hui, en fait, ce qui reste,
de ce site, en fait, c'est cette image. Et aujourd'hui, on a une communauté effectivement de chercheurs du monde entier qui travaillent sur cette image pour avoir une meilleure compréhension en fait de cette civilisation gréco-bouddhique qui est assez peu connue en fait à l'époque. Donc sur ces premiers exemples en fait, on s'est intéressé, voilà, et on a pu suivre en fait l'évolution de ce site à travers différentes. Donc comme tu disais tout à l'heure, effectivement, ça permet de voir l'évolution de la dégradation des sites, en fait, de pouvoir repasser régulièrement et puis recaler les modèles les uns avec les autres. Donc, à travers cette première expérience, on a été mandaté par le gouvernement afghan, par l'UNESCO, etc., pour faire une espèce de collection numérique en fait, des sites afghans qui sont très peu accessibles, très peu connus, etc. Et on s'est intéressé tout particulièrement aux problématiques des sites les plus menacés du monde. Et à l'époque, donc effectivement, les conflits commençaient en Syrie, en Irak, et donc on a proposé, alors moi c'est des pays que je connaissais bien personnellement parce que j'avais travaillé, donc on a proposé aux professionnels de patrimoine en fait simplement nos compétences pour ça. Et on a fait ça vraiment au début de manière complètement, enfin dans l'urgence en fait, de manière complètement bénévole. Et du coup, donc là on voit le site de Palmyre en fait. Donc on a accompagné, enfin j'ai accompagné une petite équipe de Syriens qui étaient tout premiers à pouvoir réaccéder en fait sur le site de Palmyre, une équipe de la Direction générale des Antiquités. Et là vous voyez le musée. Alors ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on a pu donc numériser l'intégralité du musée dans son état de destruction, tel que Daesh, tel que l'État islamique en fait l'avait détruit. Donc il y avait toutes les pièces des collections qui étaient au sol. Alors on a pu négocier avec effectivement les gens que personne ne rentre dans le musée avant qu'on ait terminé en fait ce travail de documentation. Donc tous les visages avaient été cassés, étaient par terre d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'est le modèle 3D en fait d'une partie du musée, en fait qui est une photo. Alors c'est une photographie, c'est un modèle 3D historique, parce qu'il montre en fait un état de destruction. L'archéologie montre toujours des états de destruction, mais là c'est un état de destruction récent, contemporain, mais qui fait partie de l'histoire, qui fait partie de l'histoire de l'humanité, qu'il faut conserver tel quel aussi, qu'il faut étudier tel quel. 2 jours plus tard, en fait, le musée avait été vidé, donc toutes les œuvres ont été ramenées à Damas, et on a pu partager en fait ce type de documents avec Interpol, par exemple, pour essayer de voir les pièces qui avaient été détruites, les pièces qui avaient été volées versus celles qui avaient été conservées. Donc en fait, c'est aussi un outil de traçage en cas de catastrophe, enfin que ce soit des catastrophes de guerre ou que ce soit effectivement des incendies comme Notre-Dame de Paris. C'est un outil de traçage qui permet effectivement d'avoir une meilleure vision de ce qui se passe en temps réel. Voilà, on a aussi numérisé donc les tombes, ça c'est les tombes tours qui ont été détruites. Également, là vous voyez au centre de l'image, en fait, il y a des petits escaliers qui descendent. On a pu repérer grâce aux images de drone en fait l'entrée d'une d'une tombe souterraine dont on ne savait pas si elle avait été conservée ou pas. Et c'est comme ça qu'on a pu rentrer dans cette tombe. Et on a retrouvé en fait la tombe occupée par l'État islamique. Donc, enfin, les soldats étaient partis, avaient fui, mais il y avait encore toutes leurs affaires, leur déjeuner là. Ils avaient simplement recouvert en fait les tombes d'un voile en fait simplement pour ne pas être face à une représentation humaine. Mais ils n'avaient même pas pris la peine de les détruire. Et simplement aussi, ils avaient badigeonné les zones de fresques. Alors, c'est des fresques romaines, les zones qui avaient été figurées. Voilà. On a pu aussi rentrer dans des tombes à partir de dispositifs un peu spécial, justement. Donc là, c'est juste un trou qui nous donne accès à une tombe. Et là, on a pu repérer, par exemple, que des portraits avaient été volés. Et donc, on a pu les signaler. Et donc là, on s'intéresse aussi donc, à l'architecture et notamment ce temple de Bel qui a été complètement détruit. À partir du scan, on peut faire vraiment un relevé bloc à bloc assez précis, voir l'état des blocs. Alors là, la couleur change selon l'état du bloc. Est-ce que le bloc est conservé complètement? Est-ce qu'il est conservé? Donc tout ça pour anticiper plus tard un travail d'anastylose, donc c'est-à-dire remontage de ces blocs pour restaurer le temple. Alors là, il y a une petite vidéo. Ah oui, donc là, on arrive trop tard, le site est détruit. Alors l'idée, c'est qu'on applique en fait les mêmes algorithmes aussi aux images anciennes, et on arrive à reconstruire, là ce que vous voyez, c'est le même temple, photographié
80 ans plus tôt par un architecte français qui s'appelle Robert Ami. Et on a pu réutiliser ces documents pour reconstituer en fait, le temple en 3 dimensions. Donc ça veut dire que maintenant, avec les archives, avec la documentation ancienne, on peut aussi, alors je vais repartir, voilà, on peut aussi reconstruire en fait, le site tel qu'il était avant et superposer donc, les différents états. Donc là, vous avez le sanctuaire tel qu'il est aujourd'hui. Hein. Donc vous avez le temple détruit. On peut superposer effectivement le temple tel qu'il était avant sa destruction. Et tout ça, ça nous permet de faire une étude précise bloc par bloc pour voir aussi d'où viennent les blocs. Hein. On peut aller même un peu plus loin. Donc là, on avait fait même une simulation de la destruction. Alors la vidéo est tournée à l'envers, hein, mais grosso modo, on a pu simuler la destruction d'un des arches. Alors derrière ça, il y a tout un travail de base de données, en fait, bloc à bloc, hein, qui nous permet de repositionner les blocs dans l'espace. Donc c'est une analyse qui est assez complexe, mais à partir du scan que vous voyez ici, qui est en blanc, hein, une étude de la dimension de chacun des blocs, effectivement, on peut refaire donc, ce qu'on appelle une anastylose numérique, c'est un remontage des blocs, virtuel, hein, bien sûr. Voilà. On a pu scanner aussi les monuments qui n'avaient pas été détruits, hein, comme le théâtre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'État islamique est revenu 6 mois plus tard et a détruit en fait, des monuments, du coup, qu'on avait scannés cette fois-ci avant leur destruction. Hein, et donc là, on a un modèle 3D du théâtre avant et après destruction, d'où l'importance en fait, d'être le plus tôt possible sur le terrain, dès qu'un terrain devient accessible, en fait, qu'on puisse effectivement le documenter. Et donc les drones, la photogrammétrie, tout ça, ça nous a permis aussi d'attaquer des nouvelles échelles en fait, de numérisation, et notamment les villes. Voilà. Et donc là, c'est un exemple qu'on a fait sur Alep. Donc on a pu, là encore, juste après les combats, en fait, scanner l'intégralité de la vieille ville d'Alep par drone, mais aussi des souks, hein, en utilisant différents dispositifs. Hein. Donc ça, c'est un souk après son incendie. Hein. Donc tous ces modèles, en fait, nous servent effectivement à faire un état des lieux assez précis. Donc on avait plusieurs kilomètres de souk comme ça. Voilà. Et ces images qui montrent effectivement les différents types de dégradation du site. Bon, je vais accélérer parce que je pense que je dépasse. Mais voilà, et on a fait la même chose effectivement sur Mossoul, hein, à la demande de l'UNESCO. On a fait un relevé intégral en fait de la ville de Mossoul. Alors, il y a une vidéo qui est censée se lancer, mais qui ne se lance pas. Voilà. Et donc avec toutes ces données, là encore, en fait, on a créé en quelques années en fait une collection très très riche numérique en fait de sites de tous ces pays en guerre, hein, que ce soit donc la Syrie, l'Irak, la Libye, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan. Et en se basant effectivement sur ces données, on s'est mis à produire des expositions numériques. En fait, l'idée, c'est que ces sites aujourd'hui ne sont plus accessibles au public. Il n'y a plus de tourisme hein, dans ces... ils ne sont pas complètement détruits, ils sont encore là. Hein. Et donc l'idée, c'était de recréer en fait, à l'échelle du site lui-même en fait, une représentation virtuelle, donc avec des systèmes de projection, pour permettre au public parisien d'avoir la sensation effectivement de l'architecture. Et puis de voir aussi que ces sites, il faut continuer à les préserver parce qu'ils ne sont pas complètement détruits. Hein. Il en reste beaucoup de choses. Donc ça, c'est une exposition qu'on avait fait au Grand Palais avec le Louvre. Avec le musée du Louvre, donc voilà, ça c'en est une autre, et ça c'est une exposition plus récente qui a eu lieu à l'Institut du monde arabe, où on a construit une espèce de promenade en fait, de déambulation un peu onirique à travers 4 sites qui sont Alep, Mossoul, Palmyre et Leptis Magna, qui est un grand site romain qu'on voit ici sur l'image en Libye, voilà. Hein. Et avec un partenariat avec Ubisoft qui nous a permis effectivement de faire aussi une expérience VR. Hein, voilà. Et voilà, ça c'est juste une vidéo qui montre un petit peu le trailer. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Donc l'idée, c'est aussi de se servir de ces données, là encore pour la médiation, mais une médiation qui porte un message. Quasiment d'activisme. Il faut dire, il faut continuer à préserver ces sites parce que ces sites disparaissent en silence
Et on a aussi besoin, effectivement, des décisions, de grands décideurs, de responsables politiques, justement, pour agir aider ces pays, en fait, à reconstruire aussi leur site à travers ce type de travail, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait penser justement à la... Merci. Et il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti récemment qui évoque notamment de nouvelles façons de diffuser en fait le patrimoine, notamment dans le monde, et évoquer notamment Econem avec la collaboration avec l'Institut du monde arabe. Et donc en précisant effectivement, ça je pourrais vous le transmettre si vous voulez, qui démontre que les expositions immersives, pour rejoindre le sujet de ce matin, sont un moyen, notamment à la disposition des institutions culturelles, pour aussi développer de nouvelles ressources, mais aussi mieux rayonner. Voilà. Bon, donc, sans transition, c'est aussi l'occasion d'évoquer peut-être tout le travail que vous avez fait, Martine, notamment autour de différentes expositions, pour mettre en avant finalement toute la documentation et le travail de conservation que vous avez pu réaliser. Voilà. Merci. Donc effectivement, bonjour déjà. Je vais vous parler d'un petit peu autre chose que la 3D. Le micro marche pas, c'est ça? Ah, d'accord. On me faisait des grands signes, donc c'est pour ça. Donc on va redescendre sur la 2D, sur quelque chose d'une autre dimension. Alors moi je représente les Archives nationales, donc contrairement différentes personnes qui m'entourent, il s'agit d'une institution publique, donc qui n'a rien à voir effectivement avec des organismes plus privés. Alors, j'interviens dans une session qui s'appelle « En quoi le numérique favorise la préservation, la conservation, la documentation et la médiation des patrimoines ». Alors, en 10 minutes, effectivement, je ne peux pas, ça me paraît un petit peu une gageure d'aborder ces différents éléments. Je vais peut-être d'abord vous présenter ce que sont les Archives nationales. Ah. D'accord. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord. Donc, avant d'aborder un des points de cette session, je vous présenterai très très rapidement ce que sont les Archives nationales. Donc, c'est une institution qui a été créée en 1789, donc au moment de la Révolution française. C'est une des premières grandes institutions créées par la toute jeune Assemblée nationale constituante. Donc effectivement, on a quelques années derrière nous, un tout petit peu plus que vous. Effectivement, très tôt, cette institution a été créée pour conserver les archives produites par les toutes jeunes institutions créées par la Révolution française, donc essentiellement l'Assemblée nationale, puis d'autres organismes effectivement qui se sont mis en place. Pour autant, les Archives nationales n'ont pas attendu d'être créées en tant que telles pour qu'il y ait une préoccupation au plus haut niveau de la conservation des archives, puisque l'on a hérité par la suite des archives créées sous l'Ancien Régime, nos plus anciens documents remontant au 8e siècle. Il y a dans l'assistance, effectivement, ma consoeur Pauline Moirier, qui aura l'occasion, effectivement, de témoigner de l'expérience de la Bibliothèque nationale de France, qui est aussi ancienne que la nôtre. Donc, effectivement, la conservation des archives, c'est effectivement notre préoccupation première. Donc, qu'est-ce que sont ces archives? Ce sont celles qui ont été créées par les administrations, donc institutions centrales de la royauté, puis maintenant de l'État et les opérateurs publics de notre État, au cours de leurs activités. Et voilà, il y a des petits messages qui s'affichent. Et donc qui permettent effectivement de témoigner de l'action publique qui se fait au jour le jour et dont nous sommes effectivement les producteurs et aussi les usagers. En effet, l'aspect de communication est une des missions principales, mais qui peut se faire effectivement que si les documents ont au préalable été bien conservés ou préservés, puisque les deux termes apparaissent effectivement dans cet intitulé. Et cette médiation, puisqu'il s'agit déjà d'une médiation,
se fait essentiellement à destination d'un public un peu expert qui vient sur place en salle de lecture consulter des documents ou qui reçoivent effectivement ou qui peuvent les consulter sur notre site internet par l'intermédiaire d'archives qui ont été numérisées ou qui sont nativement numériques. Donc les archives nationales, c'est plusieurs centaines d'archives qui sont des documents papier, des registres, des cartes et plans, des photographies argentiques, des sceaux également, quelques monnaies, mais pas essentiellement, effectivement, puisque on est plutôt ici au cœur de l'institution qui les a émises et qui en conserve quand même un certain nombre. Également, donc, des archives qui ont été numérisées pour leur préservation à partir donc, de ces archives sur support papier ou cartographique, et également donc, environ 70 téraoctets d'archives nativement numériques qui là peuvent être des documents issus de suites bureautiques, des messageries, des photos, de la vidéo, du son, enfin tout ce qui peut être produit actuellement numériquement. Alors, aujourd'hui, je voulais surtout aborder avec vous un aspect un peu particulier qui sort de l'image traditionnelle qu'on peut attacher aux archives nationales, qui est celle effectivement d'une médiation que l'on peut faire une fois qu'on a effectivement bien préservé tous ces documents, mais à destination d'un public un petit peu particulier, puisqu'il s'agit, il faut voir effectivement qu'il y a quand même une distance entre produire des archives par une administration sans que celle-ci pense à un usage futur, puisqu'effectivement c'est parfois un petit peu loin de leur esprit le fait que ces archives vont devenir historiques, puisqu'il s'agit bien de ce terme qui apparaît dans le Code du patrimoine, et qui vont servir à d'autres usages et devenir finalement des objets de médiation culturelle. Je voulais partager avec vous deux expériences, une à laquelle j'ai participé et l'autre dont j'ai été l'initiatrice, qui sont deux expositions finalement. Donc deux événements qui ont eu lieu en 2018, l'une au Jeu de Paume, donc ce sont des photographies de Daphné Le Sergent que certains d'entre vous connaissent peut-être, et peut-être vous avez été voir aussi son exposition. Et avant de revenir dessus, donc l'autre exposition est une exposition qui a eu lieu donc aux Archives nationales, alors une autre photographe qui s'appelle Maureen Ragoussi, sur lequel aussi je reviendrai. Donc pourquoi cette particularité de l'exposition des archives? Alors, je vais peut-être vous montrer effectivement ce que peuvent être des archives. Voilà. Donc là, vous avez par exemple une archive vidéo qui a été produite par l'EMOC, donc qui est un organisme, un établissement public qui dépend du ministère de la Culture, qui est chargé, alors on est en plein dans la préservation, puisqu'il s'agit de faire des travaux sur des bâtiments déjà existants ou des constructions de nouveaux bâtiments. Donc quand on a une archive comme celle-là ou d'autres archives, comment valoriser ces documents, comment les représenter et en donner finalement une expérience sensible un petit peu différente de celle qu'un chercheur peut avoir en salle de lecture face à un document. Et les thèmes donc abordés. Alors, comment j'arrête tout? Non, j'arrête pas. Voilà. Donc on a choisi donc par exemple de participer à cette exposition sur la sollicitation de Daphné Le Sergent, justement parce qu'elle travaillait, vous voyez le titre, Géopolitique de l'oubli. Donc elle travaillait effectivement sur cette notion d'oubli, de mémoire, qui interroge notre rapport finalement à l'archive et à l'image. C'est-à-dire qu'il s'agit d'interroger la pratique d'une écriture par l'ordinateur pour trouver finalement les corrélations qui peuvent se faire entre l'œil, l'image et notre intellect. Tout ça pour atteindre effectivement le contenu de l'archive.
Donc, on a travaillé avec elle sur la construction d'un certain nombre d'éléments, donc beaucoup de vidéos. Il y en a 3 effectivement qui étaient représentées lors de cette exposition, mais également de nombreuses photographies, dont certaines ont été insérées dans les vidéos. Et elle s'est aussi interrogée sur les modalités de la conservation. Et pour ça, effectivement, elle m'a demandé à pouvoir me filmer en train de travailler. C'est-à-dire qu'elle s'est demandé comment finalement on conserve, quelles sont les opérations qu'un archiviste fait pour atteindre effectivement la conservation pérenne dans le temps d'archives. Donc il y a tout un travail qui a été fait en collaboration avec elle et qui a permis effectivement d'imaginer finalement une histoire de l'oubli et de la mémoire en se servant de métaphores sur le data déluge, donc en jouant effectivement sur les termes aussi de nuages, donc surtout cette terminologie un petit peu spécifique qu'on emploie, enfin qu'on prend du vocabulaire courant, pour le transformer dans une espèce de promenade métaphorique et philosophique sur l'oubli et la mémoire. Dans la deuxième expérience, encore une fois, une exposition qui interroge cette mémoire et cet oubli, mais d'une façon un petit peu différente. Alors, je vais vous présenter le teaser qui a été réalisé pour présenter l'exposition elle-même. Alors, je vais mettre un petit peu de son. Je ne sais pas si c'est ici. Ah, c'est là. Oui, mais c'est la partie sonore vient après. Voilà. Ah oui, mais là on n'entend rien. Il doit y avoir, ça doit être bloqué. C'est peut-être pas la peine de remettre au début. Ich heiße Christa Ronke. Ciao, Aleluia. Io mi chiamo Vera Nascimento Monte. Sono nata l'11 marzo del 1926. Honolulu, Hawaii. It's a district called Manor Park. It was quite respectable, but poor. Als der Krieg ausbrach, da war ich 10 Jahre alt und wusste ja noch gar nicht, was Krieg ist, all my friends joined the army in the Navy, so and I thought, well, what am I going to do? Sono diventata partigiana con Mario. Sì, con Mario. Tutta la prima parte della mia vita è stata un seguito degli scacchi, insomma. Je suis restée pendant à peu près 1 an dans ce trou. Anything I would do, just to dance. Sempre tutti sto in tasca. Ich durfte sonst nicht mehr zum Kindergeburtstag oder so nicht werden. Später waren ja alle Nazis. I w 1944 roku byliśmy przygotowani, tak samo jak mężczyźni, do Warszawy na powstanie. But I think what we did actually was probably the most important thing we ever did in our whole lives.
Donc en fait, cette exposition s'appuie sur une collecte d'archives orales que Maureen Ragoussi a élaborée. Donc vous avez vu donc, dans plusieurs pays faisant partie, donc, qui ont participé au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Et là encore, il s'agit finalement, que font ces archives quand on les préserve? Elles permettent finalement de combler certains silences aussi, puisque là, on assiste à la création d'archives vivantes. Il s'agit donc de mettre en place aussi les archives. Ça peut aussi, alors là, effectivement, on est assez proche de la démarche des deux interventions précédentes, des archives finalement sur le temps présent. Et donc, on a par ce biais-là, finalement, une approche sur une réflexion sur le souvenir qui permet de revenir sur le sens de l'archive, sur la mémoire, donc tout cet aspect de préservation et de transmission aussi, donc aux générations actuelles et futures. Donc, les archives finalement nationales conservent, donc vous avez vu, un patrimoine très riche, mais se projettent aussi dans les nouveaux usages, donc pour répondre aux besoins, pour valoriser autrement voilà, toute cette richesse qui est conservée et qui est à la disposition, bien sûr, de tout citoyen. Merci beaucoup. Donc, alors, par rapport à votre intervention, voilà, ce qui semblait intéressant, c'était aussi d'avoir d'autres visions finalement aussi de la façon dont on peut valoriser un ensemble d'archives. L'idée là, en fait, ça sera plus de vous montrer désormais ce que propose notamment Artmin, qui travaille sur un ensemble de projets autour du gigapixel, c'est-à-dire le fait de zoomer donc de façon très puissante sur des objets. Et je vais laisser tout de suite la parole à Grégoire pour qu'il nous en parle un peu plus. Bonjour à toutes et à tous. Donc je travaille chez Artmin. Artmin, c'est une entreprise qui est née d'un projet universitaire en 2011 au sein de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Des ingénieurs qui sont plutôt connus pour le traitement de données. Et à l'époque, le projet, c'était d'améliorer la visualisation des œuvres d'art sur écran. Il y a eu un financement de Google pendant plusieurs années. Et en 2016, ils ont décidé de créer leur société. Et donc, société que j'ai rejointe donc, il y a à peu près un peu plus d'un an. Et je vais vous montrer un peu les différentes applications. En quelques mots, pour que vous cerniez bien le sujet, ces ingénieurs ont créé un scanner. Donc, c'est une technologie qui est vraiment unique au monde, qui permet de scanner donc, des œuvres d'art qui font jusqu'à 2 mètres par 2 mètres et 3 cm de relief maximum. Donc, on exclut d'ores et déjà les sculptures. On fait des bas-reliefs, par exemple, mais pas de sculpture, hein, de grands volumes, ça on ne fait pas. On prend énormément de photographies. Un tableau qui fait 2 mètres par 2 mètres, par exemple, on prend jusqu'à 100 000 photographies, c'est-à-dire qu'on capte jusqu'à 2,5 téraoctets de données brutes, après qu'on mouline et qu'on traite. Hein. À partir de ça, on sort plusieurs choses. D'abord, un fichier 5D interactif. C'est un fichier qui permet d'avoir une image interactive. Donc c'est le principe du gigapixel Google que vous connaissez tous, sauf qu'il y a beaucoup plus de fonctions. On peut par exemple, alors on peut zoomer, bien évidemment, en ultra haute définition, comme le gigapixel de Google, mais ça va beaucoup plus loin. Avec, sur un écran, vous pouvez, de façon interactive, jouer avec l'image. Donc un tableau, vous pouvez le bouger dans tous les sens. Vous pouvez varier l'orientation de la lumière, ce qui est très important. C'est par exemple d'une lumière frontale à une lumière rasante, ce qui va permettre de voir la texture, le relief, vraiment la matérialité de l'œuvre. Et puis, on a également la possibilité de voir l'image en ultraviolet. Pour les tableaux, par exemple, c'est très important. Et également en infrarouge depuis quelques semaines. Ça vient juste de sortir. Donc, avec le même fichier, on peut faire tout ça. Et ensuite, on a un petit outil type iMovie qui permet, comme on acquiert énormément de données, de convertir toutes ces informations en film. Donc avec ce petit outil, on crée un film immersif qui va permettre de rentrer dans l'œuvre d'art et de l'explorer. Alors je vais vous montrer, et puis après on a d'autres choses dont je vais vous parler après, mais ce sont les deux grandes applications de base. Et si vous voulez bien, je vais vous montrer un petit film qui explique qui je pense va vous faire comprendre ce qu'on fait de façon plus concrète. Voilà, c'est un film de présentation avec un projet. Alors non, ça c'est pas nous. Voilà.
Je sais pas si on peut mettre le son. Oui, non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bon, on n'a pas besoin. C'est une musique. Ouais, c'est une musique. Voilà, donc ça c'est le Papyrus 66. C'est un document qui est extrêmement important parce que c'est la plus ancienne copie d'un évangile de Saint Jean qui date de 200 après Jésus-Christ. C'est un document qui fait vraiment partie de notre patrimoine mondial. Et ce document, il est conservé à la Fondation Bodmer, dans un coffre, sans lumière parce qu'il est extrêmement fragile, avec une hygrométrie constante. Et en gros, il sort une fois par an et il n'est pas exposé, etc. On a eu la possibilité de le scanner, ce qui permet à tout le monde de le connaître et d'une façon un peu virtuelle, de pouvoir jouer avec. Alors là, on est sur autre chose, mais vous avez eu le temps de le voir. Donc de pouvoir zoomer, voir le relief, c'est du papyrus, hein, donc de pouvoir vraiment sentir que c'est pas du papier, c'est du papyrus, etc., etc. Là, ce sont différents objets qu'on a pu scanner, qui montrent un peu l'étendue des choses qu'on peut faire. Ça, c'est un tableau expressionniste. Donc ce qui est très intéressant, c'est que le peintre n'a pas mélangé ses pigments sur la palette, il les a mélangés. Je commence sur un sujet, évidemment, on passe tout de suite à une autre image. Mais le peintre n'a pas mélangé ses pigments sur la palette, il les a mélangés sur la toile, puisque c'est expressionniste. Et ça, on peut le voir vraiment avec cette approche de 3D, c'est-à-dire qu'on rentre dans la matière et on voit le relief. On comprend que les pigments ont séché directement sur la toile, ils ne se sont pas vraiment mélangés. Et on peut, à partir de ça, faire aussi de la médiation culturelle. Alors, le petit film étant terminé, je vais essayer de revenir en arrière. Comment je fais? C'était là. Alors, ton dossier vidéo peut-être. Voilà, alors je vais vous montrer un autre petit film qui dure 40 secondes, mais qui va vous montrer comment ça fonctionne. C'est-à-dire que depuis n'importe quel écran, du smartphone à un écran géant, on avait fait par exemple une présentation à Davos, au Forum économique international, sur un écran géant, d'un petit objet qui faisait 13 cm de haut et qu'on avait zoomé donc en immense et on pouvait comme ça voyager dans l'objet. Là, c'est autre chose, c'est un petit film qui vous montre comment on interagit avec les œuvres. Ça dure 40 secondes, c'est très rapide. Voilà, donc le fameux tableau dont je vous parlais, avec ce tableau donc, qui est expressionniste, c'est un tableau de Lovis Corinth. Vous voyez, on voit vraiment la matière, on voit le geste de l'artiste, on le sent et on comprend sa technique. Donc à partir de ça, on a fait un film que je ne pourrais pas vous montrer, mais que vous pouvez trouver sur notre site, où on explique justement la façon dont le peintre a joué avec ses couleurs, ses pigments. Et en réalité, ce tableau, c'est une allégorie, c'est un bouquet de fleurs, mais c'est une allégorie de la vie. Et donc, on voit des plantes qui vont vers le haut, dans un mouvement ascendant, avec la touche qui correspond, c'est la jeunesse, et puis des plantes, des fleurs qui ont tendance à tomber, et ça, c'est la vieillesse. Voilà, donc finalement, moi je trouve à titre personnel qu'en médiation culturelle, on parle énormément du contexte de l'œuvre. Et alors je viens du monde je suis commissaire-priseur, donc je viens plus ou moins du monde de l'expertise. J'ai toujours tenu des objets dans les mains, j'ai toujours eu besoin d'avoir ces objets dans les mains. Et je suis souvent frustré justement en médiation culturelle parce qu'il y a des milliers de choses passionnantes, mais c'est rare qu'on aille au bout qu'on parle de la matérialité des choses. Je trouve pas assez proportionnellement. Et justement, avec cette technologie, moi ce que j'aime, c'est qu'on rentre dans la matière, on voit le geste de l'artiste, et on peut expliquer sa technique, on peut expliquer beaucoup de choses. Et c'est un angle qui est tout à fait complémentaire. Les deux angles sont complémentaires, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est intéressant en tout cas de pouvoir avoir le support technologique pour le faire, je trouve. Voilà alors je peux vous montrer d'autres choses. Alors c'est dans dossier vidéo, j'imagine, non? Qu'il faut aller. Je suis désolé, je maîtrise mal. Heureusement que tu es là. Voilà. Alors ça c'est une petite série. Alors là pour le coup, ce serait bien de mettre le son. Est-ce qu'on peut mettre le son? Il faut peut-être couper le micro, non? Voilà. Alors comme on est musée de la monnaie, je vous ai montré une monnaie. C'est une petite série qui a été réalisée par la Fondation Bodmer, qui est une institution culturelle suisse. Bon, voilà.
du 7e siècle avant notre ère. L'usage va vite se répandre à travers tout le monde grec, puis hellénistique, atteignant les confins de l'empire d'Alexandre. La forme ronde des pièces de monnaie gagnera de loin en loin l'empire de Chine, cohabitant avec les monnaies plus anciennes en forme de petits couteaux ou de bêches de bronze. Le talent des graveurs antiques a très vite fait de la monnaie la rencontre de la politique, de la valeur financière et de l'art. En témoigne cette prestigieuse pièce, frappée à l'effigie de la reine Arsinoé II, qui a vécu de 316 à 268 avant Jésus-Christ. Cet impressionnant octodrachme, une pièce massive de 28 grammes d'or pur, représente l'une des plus puissantes souveraines de l'Égypte ptolémaïque. Fille d'un général, Alexandre le Grand, qui s'empara du trône d'Égypte, elle épousa finalement son frère Ptolémée II et exerça conjointement avec lui son pouvoir sur le plus riche pays du monde. Femme tête, C'est une pièce qui fait 3 cm de diamètre. elle encouragea et favorisa la création de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie qui attira bientôt les plus grands savants du monde. Frappée sous le règne de son descendant Ptolémée VI, cette monnaie commémorative comporte une lettre K ayant valeur numérique et indiquant l'année de frappe 160 ou 156 avant Jésus-Christ. Durant toute la période hellénistique et jusqu'à l'irrésistible montée de Rome, l'or égyptien représentait à travers tout le bassin méditerranéen et bien au-delà l'étalon monétaire de référence, dont les monnaies colportaient jusqu'à des terres lointaines, au gré des échanges, les traits des souverains lachides. Voilà, alors, donc oui, ce que je vous disais, c'est une monnaie en fait qui fait 3 cm. Donc ce que vous voyez là, vous ne pouvez pas le voir quasiment à l'œil nu. Alors évidemment, il y a l'effet waouh qui est le premier effet, qui est toujours sympathique, mais qui en soi n'est pas suffisant. Il y a également, ce qui est important, c'est que c'est aussi un support de médiation culturelle, ce qu'on vient de voir. Ce n'est pas juste l'effet waouh. Alors on fait ça avec on peut faire ça avec différentes œuvres d'art, hein, je vous l'ai dit, qui font pas plus de 3 cm. Ce qui est intéressant là dans cette démarche, c'est que la Fondation Bodmer a en fait, donc qui est un musée, si vous ne le connaissez pas, qui conserve des œuvres d'art en relation avec l'écriture et également beaucoup avec les échanges. Donc ils ont fait un certain nombre de petites vidéos comme ça d'un peu plus de 2 minutes qui à chaque fois parlent d'un objet, donc des tablettes cunéiformes, des monnaies, beaucoup de documents également écrits, des manuscrits, etc. Et puis des reliefs également. Et à chaque fois, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux ce genre de vidéos, toujours sur la thématique pouvoir, monnaie, échange. Des vidéos qui retracent donc l'évolution de ces rapports, pouvoir, monnaie, échange, à travers les âges. Et à la fin, ils ont réuni toutes ces vidéos et ils en ont fait une série qui dure à peu près 20 minutes. Donc j'aime bien la démarche. Je trouve qu'en termes de communication, c'est assez intéressant d'envoyer comme ça des vidéos finalement assez facilement regardables, assez courtes, puis après de réunir ça dans un schéma vraiment très linéaire, très chronologique et très didactique. Alors une autre application de notre technologie, par exemple, c'est ça. Ce sont des Digital Condition Reports ou des rapports de conditions interactifs. Donc là, c'est une vidéo, mais c'est tout à fait interactif. C'est-à-dire que sur un écran, je peux jouer avec ce tableau. Donc il y a un tableau de Picasso. Et on peut également, donc, alors, ouais, on voit, ouais, bon, l'idéal, c'est de voir ça sur un écran type tablette numérique. En vidéoprojecteur, on perd beaucoup en termes de rendu. Mais l'idée, c'est qu'on pose, si vous voulez, des petits drapeaux comme ça, et puis on peut les légender, mettre une multitude d'indications, ce qui, par exemple, en conservation, en termes de conservation,
préventive, voilà, je cherchais le mot, en termes de conservation préventive, peut être intéressant parce qu'on peut faire un rapport sur l'œuvre, mais avec justement ce support, soit vidéo, soit interactif. On peut même mêler les deux, c'est-à-dire qu'on peut regarder les vidéos, puis à un moment donné mettre sur pause, et puis aller soi-même zoomer dans l'image pour aller chercher un détail. Et là, je pense que c'est plus une application professionnelle. Nous, c'est quelque chose qui est utilisé plutôt pour le marché de l'art, mais qui aurait tout à fait sa légitimité, je pense, dans le milieu muséal, pour échanger, par exemple, entre conservateurs ou entre un conservateur et puis quelqu'un qui organise, je cherche le mot, un curator, un commissaire d'exposition, pardon. Voilà. Une autre application, je suis venu avec beaucoup de vidéos, c'est la dernière. Oh. Sophia Mousquetaire, voilà. Don Quichotte a été peint par Pablo Picasso en 1968 alors qu'il était âgé de 90 ans. À travers cette évocation de l'enfance et de son pays d'origine, l'Espagne, il a certainement un brin de nostalgie. Mais c'est avant tout le témoignage de l'incroyable énergie et du sens de l'humour dont déborde le peintre à la fin de sa vie. Avec toutes ses dentelles et ses moustaches qui pointent vers le ciel, notre mousquetaire est un peu burlesque, vous ne trouvez pas? Approchons-nous un peu plus. En séchant, l'huile fluide et épaisse a figé pour toujours la marque des coups de pinceau. Le peintre est venu superposer les coups de couleurs, mais également retirer de la matière avec une précision et une rapidité qui en disent long sur sa dextérité et sur sa parfaite maîtrise du processus créatif. Allez, pour terminer, soyons un peu fous. Essayons de retourner notre tableau. Un petit tour et hop, vous avez remarqué? Eh oui, un second visage apparaît. La bouche devient chevelure, tandis que les moustaches se transforment en yeux et en sourcils. Comme quoi il n'y a vraiment pas d'âge pour s'amuser. Bon voilà, c'est une autre genre un autre style de choses que nous faisons, toujours là dans le cadre de la médiation culturelle et plus pour, enfin c'est des formats d'1 minute qui sont formatés plutôt pour les réseaux sociaux. Une autre chose, alors là j'ai pas de support visuel mais je vais vous en parler, que nous faisons, ce sont, et on revient au thème de la conservation, on a un algorithme qui permet de scanner une œuvre d'art, et à partir du moment, imaginons que cette œuvre d'art parte par exemple à une exposition à l'étranger, et qu'elle revienne 1 mois après, vous la scannez à nouveau, l'algorithme va nous dire si c'est la même œuvre. Bon, en général, ça, il n'y a pas trop de problème. Sait-on jamais. Et surtout, il va venir identifier toutes les variations d'état de cette œuvre. Puisque quand on capte, fait une captation, on capte la topographie, la reflectance et la colorimétrie, c'est-à-dire toutes les données essentielles de l'œuvre. Donc voilà, ça c'est une application plus professionnelle que nous faisons. Et enfin, pour terminer, je vais vous montrer autre chose. Quand nous scannons en lumière donc visible avec différentes orientations lumineuses, et nous scannons également en lumière ultraviolet, comme là, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Ça, c'est une captation qu'on a faite. Et donc, en fait, on peut hop, oui. Voilà, on a fait cette captation. Donc, on voit le tableau en lumière normale. Et là, vous le voyez en lumière UV. C'est une petite vidéo sur laquelle je peux reprendre la main. Voilà. Vous voyez, je peux jouer comme ça avec l'œuvre en ultraviolet. Alors là aussi, je peux évidemment la faire tourner dans tous les sens et aller chercher des détails. Là, on voit les restaurations qui ressortent parce que la fluorescence des pigments n'est pas la même. Et on peut également, là je ne l'ai pas parce que ça vient de sortir, si j'appuie sur une autre touche, j'ai le tableau en infrarouge qui est visible et l'image est également interactive. Voilà, donc ça c'est autant d'outils. Vous entendez quand même ou pas? Pas bien. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est autant d'outils qui servent essentiellement aux professionnels et aujourd'hui essentiellement au marché de l'art, mais qui peuvent effectivement avoir leur utilité également dans le monde des institutions culturelles. Merci beaucoup Grégoire. Voilà,
Les interventions sont denses parce que l'idée c'était vraiment de vous montrer une pluralité d'usages finalement par rapport au numérique et pas rester sur un aspect uniquement médiation. C'est souvent ce que l'on voit. Et finalement, en fait, derrière, il y a énormément d'autres usages du numérique. Ce que je vous propose, c'est de finir cette rencontre avec 2 interventions. Je vous proposerai de faire la transition directement. Florent de Carolis et ensuite Bastien Goulard, qui vont évoquer aussi d'autres patrimoines au pluriel et puis d'autres façons aussi de préserver le patrimoine, notamment par le financement. Voilà. Et on clôturera ensuite d'ici vers 3h30 pour une pause et on recommencera donc directement à 4h moins le quart pour la dernière table ronde. On va faire vite. Là, on va prendre un petit peu de recul, parce que vous avez eu effectivement des utilisations très précises du numérique et qui demandaient un peu d'explications techniques et de comment ça fonctionne. Moi, je vais juste prendre 5 minutes pour prendre un peu de recul et essayer de répondre effectivement à cette question de en quoi le numérique peut aider la préservation, la conservation, le patrimoine en général. La réponse est tout. On peut aider en tout. Et on peut aider en rien. Et la différence dépend de la manière dont vous regardez le numérique. Aujourd'hui, on a tendance à parler numérique comme la sphère numérique. Alors la sphère numérique, c'est quoi? C'est quelque chose que vous entrez dans la sphère, vous sortez de la sphère. Et donc c'est un espèce d'univers un peu compliqué où c'est quelque chose d'expert. C'est pas du tout ça le numérique. Le numérique, c'est une boîte à outils. C'est quelque chose de très simple, que vous avez en face de vous, avec plein de choses dedans, que vous prenez, que vous sortez, que vous remettez, que vous assemblez, et qui n'a pour seul but que de vous aider. Donc en quoi le numérique peut aider le patrimoine? En tout, puisque le numérique est un outil qui est fait pour vous aider. On a vu là des utilisations particulières du numérique, et l'idée c'est de voir quelles sont les autres utilisations qu'on peut en faire. Alors sur préservation, conservation, j'ai mis les deux en même temps parce que c'est quelquefois difficile de faire la différence. Bien évidemment, on a vu tout à l'heure les relevés numériques, les logiciels d'architecture. Donc au-delà du relevé numérique, aujourd'hui les architectes, ils utilisent le numérique. Même quand ce n'est pas du patrimoine. Vous ne faites pas d'architecture sans numérique. On va parler de mécénat et de financement après avec Bastien, la billetterie en ligne aussi. Dans la préservation et la conservation, il y a quelque chose de très important pour moi que le numérique apporte, c'est d'introduire les nouveaux usages dans les lieux de patrimoine. On n'y pense pas parce que ça paraît très simple. Mais aujourd'hui, et je vous donnerai un exemple après, si on veut préserver nos lieux de patrimoine, il faut qu'on puisse les faire vivre avec les nouveaux usages. On ne peut pas avoir que des musées dans les lieux de patrimoine. Et aujourd'hui, s'il n'y a pas de numérique, vous ne pouvez pas créer de nouveaux usages dans les lieux, et donc vous ne pouvez pas créer de vie dans les lieux. Et je vais vous donner un exemple un peu particulier. Alors sur la documentation, on a eu un très bon exemple avec les archives nationales et la numérisation, mais on a aussi les logiciels de travail à distance et les logiciels de travail collaboratif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très bien de numériser pour les archives nationales les archives, mais si elles ne sont pas accessibles aux gens en dehors de certains horaires, ou si les gens sont à l'étranger et ne peuvent pas venir les consulter, eh bien on limite l'intérêt de la numérisation des archives. Donc il faut aussi des logiciels ou un système internet qui vous permettent aujourd'hui de consulter à distance. Et ça, c'est du numérique. Et les logiciels de travail collaboratif, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des musées, des institutions culturelles qui travaillent ensemble, déjà qui simplement s'appellent par téléphone, qui font du Skype. Excusez-moi, mais ça, c'est aussi du numérique. Et ça aide à travailler et à faire en sorte qu'on ait une collaboration entre les institutions culturelles. Donc je voulais juste dire ça pour vous dire que le numérique, c'est pas que l'effet waouh et des trucs très compliqués. Et qu'aujourd'hui, le numérique, comme il est partout, il peut vous aider à différents niveaux. Je finis aussi sur la médiation. On a parlé de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc on a vu des exemples. L'intelligence artificielle, bien évidemment, aide à la médiation. Vous avez des lieux en France qui utilisent l'intelligence artificielle. En particulier, le CMN a fait des expérimentations avec quelque chose qui s'appelle AskMona, et qui est un chatbot qui vous permet d'avoir des informations supplémentaires sur des œuvres. Les tablettes, on en a parlé. Souvent, c'est la réalité virtuelle, mais elle se trouve sur des tablettes, qu'elles soient fixes
ou portable, là aussi, c'est du numérique qui vous aide. Si vous êtes guide, aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de vous trimballer avec une espèce de gros classeur avec vos fiches pour les montrer aux gens quand vous voulez mettre quelque chose en avant. Vous prenez votre tablette et vous pouvez montrer toutes les photos que vous voulez ou toutes les vidéos que vous voulez. Les expériences immersives, on a vu aussi un petit peu ce que ça donnait, donc je ne reviens pas dessus. Mais sur la médiation, il y a aussi tout simplement les réseaux sociaux. Je ne me suis pas vraiment présenté, mais moi j'ai créé un site internet qui s'appelle J'aime mon patrimoine, qui fait de la valorisation du patrimoine sur les réseaux sociaux. On faisait 2 millions de vues par mois sur Facebook en racontant des choses sur le patrimoine. Ça, c'est de la médiation. Et c'est de la médiation auprès d'un public très large. Et encore une fois, s'il n'y avait pas eu Internet, on n'aurait pas pu le faire. Alors, tout ça pour vous dire, parce qu'il me manque, je pense, une phrase en dessous. Mais, pour vous dire qu'en fait, le numérique, il part d'un besoin. Le numérique vous aidera si vous avez un besoin clair et que vous allez voir des gens qui font des applications numériques ou qui sont des sachants du numérique, si vous voulez, et que vous leur posez votre problème. Et après, ils vous trouveront la solution. Soit ils l'ont déjà dans la boutique, soit ils essaieront de la développer. Alors, je vous donne 3 exemples d'utilisation du numérique qui me paraissent intéressantes. D'abord, on a beaucoup parlé de la numérisation du patrimoine matériel. On a vu des très beaux exemples de patrimoine bâti, et puis on a vu de la numérisation d'objets. Mais il n'y a pas que le matériel qu'on peut numériser. Il y a une idée très intéressante qui a été faite par la Chambre de métiers et d'artisanat de Tarn-et-Garonne, qui s'appelle le répertoire numérique du geste artisanal. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris en vidéo et numérisé les gestes des artisans. Et quand je vous dis des artisans, ce n'est pas que les artisans d'art. L'artisan, c'est votre boucher qui va découper d'une certaine manière sa viande. C'est le boulanger qui va pétrir son pain. Ça, c'est un geste qu'on pourrait dire immatériel. On ne sait pas comment le conserver. Eh bien, aujourd'hui, on peut le numériser et ensuite créer des outils de médiation. Alors, je vais, si ça fonctionne, vous lancer une vidéo. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'ils ont fait et de à quoi ça leur a servi. Alors vous voyez, ils font de la captation des gestes, très simple. Ensuite, à partir de ces captations, ils vont pouvoir faire comme les archives nationales, comme Iconem et comme Art Graphique et Patrimoine, c'est-à-dire qu'à partir de cette base de données, ils vont... je vais m'arrêter là parce que sinon c'est un peu toujours la même chose. Mais à partir de cette base de données de gestes, ils vont faire un site internet sur lequel ils vont référencer le geste, expliquer, mettre une explication sur d'où vient le geste, qu'est-ce qu'il fait. Ça va aussi leur permettre de créer des outils de médiation vers le grand public. Vous avez vu les projections vidéo sur les murs. Ça attire l'œil. C'est-à-dire que l'été, toutes les projections qu'on a, les gens ils s'arrêtent. Donc vous ne saviez pas qu'il y avait des artisans dans votre ville, vous mettez ça. Les touristes s'arrêtent et disent tiens, j'ai quelqu'un qui fait du verre, j'ai quelqu'un qui fait... qui rabiesse les chaises, eh bien, en fait, je peux aller les voir. Ils sont à côté de chez moi le lendemain matin, je peux aller les voir. Et enfin, il y a une troisième idée, puisqu'on a parlé open data ce matin, donc je reviens là-dessus. Ils ont ajouté des métadonnées pour tous les artisans du territoire, pour dire où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et où on peut les trouver. Ce qui fait que derrière, ils peuvent créer des cartographies instantanées sur tel ou tel métier pour savoir, sur le territoire du Tarn-et-Garonne, combien vous avez de souffleurs de verre et où ils sont sur le territoire. Et donc ça devient très intéressant, pas forcément pour la médiation, mais pour la recherche, pour les politiques territoriales et donc pour les aides au développement de l'artisanat dans un territoire. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Il y a des limitations là-dessus, c'est qu'aujourd'hui ça existe dans le Tarn-et-Garonne.
Pour le refaire dans d'autres endroits, ça prend du temps, ça prend des financements. Il n'y a pas encore, c'est pas simple de répliquer une belle initiative dans un territoire et de le refaire dans un autre territoire en France. Voilà. Et ça, c'est un frein que tout le monde connaît, je pense aussi dans les startups du patrimoine. Voilà. Deuxième exemple, les outils d'accessibilité. Le numérique, ça aide beaucoup l'accès à l'art pour les personnes en situation de handicap. Là, je vous donne deux exemples. Le plus ancien est en fait celui-ci, qui est à la Villa Quérilos, qui a été mis en place par le CMN et qui permet de faire une visite téléguidée de la villa aux étages en particulier pour les personnes qui ne peuvent pas y accéder. Ça permet aussi de le faire directement à distance de son lit si on ne peut vraiment pas bouger de chez soi. Donc ça permet un accès à la culture. L'autre a été utilisé à Cluny, qui est en travaux. Et en fait, c'est pour vous montrer que le numérique, sur le même problème, peut vous aider à différents endroits. Là, ils ont utilisé en fait une modélisation de Cluny. Et ensuite, ils ont fait une visite virtuelle du site en fauteuil roulant pour que la reconstruction prenne en compte les meilleures adaptations possibles pour que les personnes en fauteuil roulant puissent découvrir le site quand il sera réouvert. Donc, celle-ci arrive après la bataille, entre guillemets, et là, à partir on essaie de rendre accessible le monument lui-même. Et bien évidemment, s'il n'y avait pas eu la réalité virtuelle, ça aurait été très compliqué de le faire. Et ce que ça ajoute en plus, c'est surtout que vous mettez quelqu'un à la place. C'est-à-dire même les architectes qui ne sont pas en situation de handicap peuvent se mettre dans un fauteuil roulant et faire la visite virtuelle à la hauteur du fauteuil roulant. Et donc ça, c'est quand même une aide qui est assez importante pour eux. Alors j'avais un troisième, mais c'est pas grave. Je vais en parler rapidement. C'est sur les usages, justement. Vous avez un projet qui existe depuis un certain temps à Tourcoing, qui s'est développé dans d'autres endroits, qui s'appelle le Phare Lab, et qui a réhabilité une église pour en faire un lieu de vie, un lieu où les gens où il y aura des concerts, où il y a des gens qui viennent travailler, et bien évidemment la réhabilitation de tout ça, ça sert à la fois à ce que des jeunes se forment au métier de la restauration, mais la finalité c'est quand même que les gens de la ville reviennent. Et pour ça, si vous ne réhabilitez pas l'église en mettant du numérique, en mettant un accès à Internet pour que des gens puissent travailler, si vous ne mettez pas tout ce qu'il faut pour qu'on ait des concerts en qualité d'aujourd'hui, les gens ne viendront pas à vos animations dans votre lieu. Donc ça, c'est très important. Et sur un plan encore plus simple, et on parle des archives nationales, donc les bibliothèques. La bibliothèque humaniste de Célestat a réouvert ses portes il n'y a pas très très longtemps. Aujourd'hui, quand vous pensez à un projet comme ça, si vous faites un endroit avec une bibliothèque où vous voulez que les gens viennent, si vous n'avez pas de prise pour un ordinateur, ça ne marche pas. Alors ça vous paraît magique, vous dites mais non, mais comment on peut dire ça? Bien évidemment qu'on y a pensé. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'on y pense en dernier. Pour quelqu'un qui vient des institutions culturelles, qui pense à comment il va réhabiliter, sauvegarder sa pierre, refaire son lieu de patrimoine à l'identique ou pas à l'identique, tout d'un coup, il y a des choses très simples qui passent à côté. Et ce que je voudrais, comme mot de la fin, vous dire, c'est simplement que le numérique, c'est quelque chose de très simple qui peut vous aider sur plein de choses. Et surtout, vous avez plein de startups qui sont là, qui ont de l'énergie, qui ont des idées et qui sont prêtes à travailler pour répondre à ces besoins très précis. Et c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça que le numérique vous aidera réellement. Et pas seulement avec des effets waouh qui disparaissent au bout d'un mois ou deux et puis on est obligé de refaire tout du début. Voilà. Merci. Merci. Alors très rapidement la parole à Bastien. On essaye de tenir peut-être les 10 minutes juste pour avoir le temps quand même de souffler un peu dehors avant d'enchaîner la deuxième intervention. Voilà. Donc, je vais aller très très vite alors. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Très bien.
Donc moi je suis le cofondateur de D'Artagnan. Je pourrais vous raconter plein de choses. C'est vrai qu'effectivement on a commencé par le financement, mais aujourd'hui en D'Artagnan on est plutôt, on se définit plutôt comme un groupe, un mini-groupe en tout cas à notre échelle, où on développe des concepts innovants, on développe des outils innovants, et où la technique, le numérique, c'est un moyen pour préserver et conserver le patrimoine, plutôt qu'une fin, et que finalement au milieu de tout ça, c'est le plus important, c'est quand même les hommes qui aident à la conservation, qui aident par le financement, qui sont sur le terrain pour venir, de toute façon toutes les entreprises qui viennent préserver et qui s'occupent des travaux des monuments. Je pense que tout le monde ici peut en témoigner. Donc nous aujourd'hui D'Artagnan, on a 3 activités principales. On a le financement participatif. Alors on entend dans le financement participatif le financement, mais il y a un élément clé qui est la communication, et c'est là où le numérique est très important, parce que on regardera, il y a pas mal de projets sur la plateforme, on peut regarder rapidement. Alors, tous ces projets qu'on défend aujourd'hui, c'est du petit patrimoine, du grand patrimoine. En tout cas, nous, on n'est pas là pour faire des comparatifs, mais c'est sûr et certain que si vous les mettez sur un site, c'est pas comme ça qu'ils vont trouver du financement. Il va falloir travailler avec eux sur toute la partie communication. Aujourd'hui, comment on communique, comment on utilise de nouveaux outils numériques, ou nouveaux, c'est-à-dire qu'ils ont quand même 20 ans, mais dans le milieu du patrimoine, utiliser Facebook, je pense que Florent peut en témoigner, mais c'est pas toujours, en tout cas, c'est pas des usages ultra connus pour les plus petits monuments, ou en tout cas les moyens monuments. Utiliser les outils de newsletter, en tout cas tout ce qui permet de faire connaître un monument auprès de sa communauté, auprès du grand public. Et donc nous, on les accompagne. On est un conseil où on va mettre en lumière leurs monuments pour pouvoir trouver du financement. Alors ça peut être du financement, voilà, il y a des petits montants de 3 000, 5 000, et après il y a des montants beaucoup plus importants de 1,6 million, 1 million, 1 million. 450 000. Donc, tout dépend exactement. Donc, nous, on travaille à plusieurs échelles. On est vraiment sur du plus petit et du moyen monument. Et on est là vraiment comme conseil d'un côté sur la partie vraiment numérique, comment on communique. Et de l'autre côté, on met à disposition notre réseau. D'Artagnan, aujourd'hui, c'est plus de 150 000 utilisateurs dans 156 pays. Et à chaque fois que finalement on lance des opérations de financement, nous, on le présente à nos différents réseaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de donateurs étrangers. On n'a pas loin de 25 000 donateurs étrangers venus, donc voilà, 156 pays, et qui viennent contribuer à des projets en France. Pour l'instant en France, parce que notre idée, c'est de dupliquer ce modèle un peu partout en Europe dans un premier temps. Donc ça, c'est la première partie, c'est vraiment du financement participatif, c'est assez simple. Je veux dire, vous avez un projet, vous avez de la restauration, vous venez nous voir, on définit le projet avec vous, on voit comment on le market, parce que tout est une histoire de marketing dans le don, et puis ensuite, derrière, on voit ce qu'on propose comme contrepartie aux donateurs. Puis une fois que tout est prêt, on lance le projet. Le porteur de projet communique de son côté, nous on communique de notre côté, et puis on essaie de trouver un maximum de financement. On a inventé un nouveau concept qui s'appelle l'achat collectif de monuments. Le principe c'est simple, donc en fait on s'est dit c'est très intéressant de pouvoir aider des porteurs de projets, mais pourquoi nous-mêmes on ne pourrait pas être porteur de projet et sauver des monuments? Et donc on a inventé il y a maintenant 2 ans, en 2017, donc l'achat collectif de monuments. Le principe est simple, pour 50 €, vous devenez actionnaire d'une société qui rachète un monument. Donc on a commencé, je vais vous montrer les 2 monuments qu'on a rachetés, parce que le but maintenant c'est d'en racheter au moins un par an, ce qui est une petite ambition. Alors je vais vous montrer, voilà, donc ça c'est le premier. Le premier monument qu'on a racheté qui est le château de la Motte Chandonnier, qui est une ruine. Donc vraiment nous il faut que ça soit des ruines, il faut qu'il y ait un nouveau projet, on parlait de nouveaux usages, mais il faut qu'il y ait un nouveau projet de réhabilitation, un nouveau projet de développement économique. Et donc voilà, donc sur ce premier château, on a avec 20 000 personnes, levé 1,6 million, 2 millions d'euros, et on l'a racheté il y a 2 ans, et donc là on est en plein dans les travaux. Je pourrais vous en parler, mais il y a beaucoup de choses. Et ça c'est le deuxième monument. Le deuxième monument qu'on a racheté, qui a 42 km exactement à la distance d'un marathon. Donc on pourrait aussi évidemment penser à un nouveau projet, nouveaux usages. Et donc ce projet-là, on a racheté le château fort de l'Ébaupinet, avec un peu moins de monde, mais pas loin de 12 000 personnes, venues de 100 pays. On a levé 1,2 million, ce qui est déjà qui est une bonne somme. Et là, le principe, c'est donc pour 50 €, vous devenez seigneur du château, donc vous devenez actionnaire. Et on veut essayer de refaire un château un peu à la Guédelon. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ici connaissent. C'est de faire... je vais peut-être mettre mon phare. Voilà. C'est de restaurer le château à l'identique, mais avec les techniques médiévales de l'époque. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième monument. Et donc là, on est vraiment le numérique. Il nous a permis quoi? C'est de marketer le projet par la vidéo. Donc nous, on fait tout ça avec nos équipes, etc. On va sur place, on raconte une histoire. Donc là, c'est vraiment une histoire qu'on a racontée sur redevenir un seigneur et raviver la flamme de l'Ébaupinet. L'autre, c'était plutôt de venir un petit peu
La mode chandelier, c'est plutôt la romance, c'est plutôt l'architecture romantique. Donc c'est comment on peut finalement développer un nouveau modèle là-bas, on est en plein dedans. Et finalement, donc, le numérique nous a permis de toucher un maximum de personnes, de relayer le projet dans le monde entier, parce qu'on est passé dans énormément de télévision, mais grâce à quoi? Grâce au numérique. Mais encore une fois, maintenant qu'on a récolté cet argent, c'est bien beau de récolter en tout 3 millions d'euros, mais bon, il faut restaurer, il faut développer un projet économique, et pour ça, il faut quoi? Il faut des hommes, il faut des entreprises, et il faut surtout une chose essentielle, c'est nos bénévoles. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur toutes les personnes qui ont financé le projet, ne serait-ce que cette année, on est déjà à plus de 1000 bénévoles sur 2 mois. Donc tous les week-ends, ils viennent passer 2 jours, encadrés par nos équipes, pour venir participer à la préservation. Donc ce n'est pas juste le numérique, hein, c'est vraiment l'homme au service de tout ça. Donc maintenant, voilà, on est dans des projets, donc des nouveaux usages plus traditionnels. Donc on a lancé un premier concept sur le premier château de restaurant éphémère, qui a très bien fonctionné. Le but, voilà, c'est de développer des choses assez traditionnelles, mais dans des lieux d'exception. Et finalement, il n'y a rien de numérique, hein. C'est des choses que tout le monde connaît. Et enfin, la troisième activité, on en parlait rapidement, mais c'est la billetterie. Effectivement, maintenant, vu qu'on est propriétaire de monuments, en tout cas actionnaire, parce que c'est le terme technique, on a dû développer notre propre service de vente de billets, qui s'appelle D'Artengo, donc qui est une marque qui appartient à D'Artagnan. Et le principe, en fait, finalement, c'est qu'aujourd'hui, les grands monuments, ils ont une bonne visibilité, tout le monde les connaît. Mais tout ce qui est petits monuments, moyens monuments, qu'on connaît mieux, ceux qui sont plus dans les milieux ruraux, ils ont un déficit assez important de visibilité. Et quand on sait que d'ici 10 ans, il va y avoir 20 millions de touristes supplémentaires d'après les études, et que tous ces lieux-là ont la capacité d'accueillir énormément de personnes, nous, on s'est dit, si on le développe pour nous, pourquoi pas le développer pour les autres? C'est-à-dire que tout ce qu'on vend sur ce site-là, c'est-à-dire donc les expériences de visite privée, de visite, de restauration, finalement, on le propose à tous les autres monuments. Parce que pour préserver le patrimoine, il n'y a pas que le financement traditionnel du mécénat, du don, il y a ensuite finalement toute l'activité économique. Et si on est capable de ramener, au départ vous allez ramener 100 personnes, 200 personnes, mais à terme 5000 personnes supplémentaires dans chaque lieu, ceux qui pourront les accueillir, finalement vous leur apportez un modèle économique supplémentaire, des moyens financiers supplémentaires pour pouvoir préserver leur patrimoine. Voilà un petit peu. Un grand merci et merci pour tenir le temps. Merci beaucoup. Donc vraiment des usages très différents, très larges. Ça permet d'avoir une palette comme ça de différentes interventions, aussi bien sur la préservation que sur la conservation, la documentation, le financement, la valorisation du patrimoine. Donc on voit en fait que le numérique s'insuffle un peu de partout et va aussi bien vers le patrimoine qui est infiniment petit, avec notamment tout ce qu'on a pu voir avec Artmin, ou l'infiniment grand, tout ce qu'on a pu voir notamment avec AGP, Iconem. Donc un grand merci en tout cas à vous tous. Et puis donc on fait une petite pause. On essaie de reprendre dans 5 minutes. C'est un peu court, mais le temps peut-être de s'aérer.